Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel co-animé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Michael Torré-Grossard, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Mika. Hello Eric. Et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le premier et le troisième jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Au sommaire de ce podcast, la rubrique Les News qui reprend une revue d'actualité essentielle de la quinzaine. La rubrique insolite, donc une info étonnante que nous avons repérée sur les derniers jours ou sur les 2 semaines écoulées, on va dire. Le focus, qui est un débat sur une actualité marquante de la quinzaine. Et puis la question, qui est une question plutôt d'ordre technique autour des usages de la voiture électrique. Alors c'est des questions que vous pouvez nous poser vous-même ou que nous allons chercher dans les forums d'Automobile Propre ou dans les commentaires. Les 3 infos à retenir de la quinzaine. Alors, on commence avec la Tesla Model Y. Alors voilà, c'était un secret de polichinelle. On savait que la Tesla Model Y allait arriver prochainement en Europe. Elle est déjà sortie aux US depuis quelques mois. Et bien voilà qu'elle débarque, et qu'elle débarque même en France, puisque les premières livraisons de la Tesla Model Y ont débuté cette semaine en France. Donc, on a, je crois, 4 personnes qui ont pris possession de leur modèle dans une espèce de petit cérémonial organisé par Tesla pour faire un petit peu de communication. Et donc, ça s'est passé cette semaine en région parisienne, dans un grand Tesla Center de région parisienne. Et alors, donc, la Tesla Model Y, eh bien, c'est le nouveau modèle très prometteur de Tesla, puisque c'est une voiture qu'on a qualifiée de SUV. Je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais ou crossover si on veut, c'est-à-dire une voiture qui est une déclinaison un petit peu plus spacieuse et un peu plus haute de la fameuse Tesla Model 3, avec une différence marquante. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais c'est que cette voiture propose un haillon de façon à pouvoir charger des bagages plus facilement et en plus grand nombre. Et c'est une fonctionnalité, on sait, qui est très populaire en Europe et notamment en France, notamment pour les familles. Alors, Johan, qu'est-ce que ça t'inspire, ce lancement de la Tesla Model Y ? C'est enfin ce fameux lancement d'un véhicule qui est attendu depuis longtemps. Je pense notamment à tous ceux qui ont connu la Model 3 avec le coffre, qui au final est pas hyper pratique. En tout cas, je sais que moi, à titre perso, quand j'ai envisagé de prendre une Model 3, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu refroidi. Donc je dirais la voiture, le modèle Y vient un petit peu corriger certains défauts des véhicules Tesla. Elle est aussi plus adaptée au marché et aux attentes des consommateurs. On sait que le segment SUV avec des véhicules hauts est quand même aujourd'hui quelque chose de très prisé par les consommateurs. Elon Musk lui-même a bien compris ça, puisqu'il disait que c'était certainement la voiture qui allait se vendre le plus que la Model 3 même. Donc il y a de grosses attentes en fait autour de ce véhicule. Quand je discute un petit peu avec des gens autour de moi, c'est finalement un véhicule qui plaît, même si la ligne fait pas toujours l'unanimité. Mais globalement, c'est un véhicule qui plaît. Les gens l'accueillent plutôt bien. Et au final, je pense qu'on va avoir un beau succès avec cette voiture-là. Aujourd'hui, c'est des véhicules qui sortent de l'usine de Shanghai, sachant que la Gigafactory de Berlin a toujours pas démarré la production. Faut quand même garder à l'esprit que aujourd'hui, on peut se faire livrer un modèle Y assez rapidement, puisque quand on va sur le site, Tesla part d'une livraison possible en septembre encore. Donc, il y a l'air d'avoir un peu de stock, un peu de disponibilité. Petite parenthèse quand même, on parle de cette disponibilité-là pour la version grande autonomie. La version du modèle Y, la version performance, elle est prévue plutôt début 2022 et on imagine que ça coïncide avec l'ouverture de la Gigafactory de Berlin. Donc voilà, finalement une belle sortie qui devrait encore venir doper les ventes de véhicules électriques en France et en Europe.
Donc voilà, j'ai hâte de voir les premiers essais, notamment l'essai de Max Fontanier sur notre chaîne YouTube. Donc la Tesla Model Y, comme tu le dis, est pour l'instant donc est disponible à la commande sur le site Tesla France, mais seulement sous une seule version en fait. C'est la version long range, de grande autonomie. C'est ça, hein, pas de performance et pas de version short range pour l'instant. Ouais, tout à fait. La performance, je pense qu'elle viendra vraiment avec l'ouverture de la Gigafactory et une version plus abordable en fait devrait aussi suivre logiquement par la suite. Alors, du point de vue technique, est-ce qu'on sait si ce modèle-là aura les mêmes batteries, par exemple, et la même technologie que la modèle Y qui émanera de la Gigafactory de Berlin? Je sais, on n'a pas forcément la réponse puisque peut-être que même si Tesla la veille nous la donnerait pas, mais on a vu parfois certaines discussions qui faisaient état du fait que les batteries pouvaient être différentes, par exemple sur les modèles 3 venant de Californie, de Fremont, et puis celles venant de Chine. Et finalement, est-ce qu'on est sûr de tout ça, ou est-ce que c'est seulement des rumeurs? Mika, t'as une idée là-dessus, ou Johan? Alors, on n'a pas spécialement d'idée sur ce qui va sortir de la Gigafactory de Berlin. A priori, ce seraient les nouvelles cellules, ce que disait Tesla. Maintenant, comme l'information a tendance à changer régulièrement chez les constructeurs, faut attendre de voir. En tout cas, c'est sûr qu'entre les modèles 3 qui sont fabriqués en Californie et celles qui sont fabriquées en Chine, c'est pas le même fournisseur de batterie. Il y a 2 fournisseurs sur les modèles 3 chinois, c'est CATL, donc c'est un groupe chinois, et LG Chem qui lui est coréen, tandis que sur les Tesla modèle 3 qui sont issus de Fremont, là c'est des batteries de Panasonic. Donc effectivement, il y aura quand même des différences en matière de technique batterie entre, je pense, la Gigafactory Berlin et celle de Shanghai. Après, les modèles qui viennent de Chine, a priori, sont très, en termes de qualité de fabrication, ils sont supérieurs à celles de Fremont. Il faut pas oublier que la Gigafactory de Shanghai, elle est quand même plus récente que celle de Fremont, qui reste le site historique du constructeur. Donc on espère, et je pense que sur la Gigafactory de Berlin, on aura encore une qualité de fabrication supérieure. C'est amusant d'ailleurs de constater, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre sujet plus tard, qu'aujourd'hui, les choses ont quand même bien évolué, puisque des voitures, des modèles et certaines versions fabriquées en Chine sont plus, pour l'instant, synonymes de qualité, alors que c'était pas du tout le cas avant. Et on le verra peut-être pour d'autres modèles, d'autres voitures et d'autres marques aussi. Un dernier mot sur la Tesla Model Y au niveau de la tarification. On sait que ça se situe à peu près dans les mêmes zones que la Model 3, mais elle va sortir un petit peu plus cher, hein, c'est ça? Alors la grande autonomie, elle est à partir de 59 990 € aujourd'hui sur le site de Tesla. Après, il faut enlever les aides possibles, et la performance, elle est 7 000 € plus chère. Donc ça donne une idée des tarifs. Et évidemment, c'est un peu plus élevé qu'une Model 3. Ça fait quand même 16 000 € d'écart, hein, c'est pas rien. C'est pas rien, et pour le coup, là, ça commence à devenir un sacré investissement. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire, est-ce qu'il faut acheter la Tesla Model Y maintenant, ou est-ce qu'il faut pas attendre que la Gigafactory soit en place? Et comme on sait que Tesla nous a toujours habitués à changer ses tarifs et généralement les mettre vers le bas, aussi bien dans 6 mois, quand la Gigafactory sera lancée, on aura probablement une version propulsion qui arrivera avec un tarif qui pourrait tourner autour de 50 000 €. Et peut-être, en plus, la version grande autonomie qui pourrait voir son prix diminuer. Ça, c'est pas impossible. Ce que tu dis, Mika, pour être bien clair, c'est que on a 16 000 € de différence entre la Tesla Model Y et la Tesla Model 3 de version équivalente. Alors, c'est pas version équivalente, c'est en entrée de gamme, effectivement. Oui. 16 000 €, c'est l'écart entre aujourd'hui une version propulsion de la Model 3 et une version transmission intégrale grande autonomie du Model Y, sachant que la différence, elle est encore supérieure à 16 000 €, parce qu'il y a 5 000 €, il y a 7 000 € de bonus, 6 000 maintenant de bonus sur la Model 3 d'entrée de gamme en France, contre seulement 2 000 € pour le Model Y d'entrée de gamme. Donc il y a quand même un sacré écart de prix. Hein. Ce qui a fait le succès de la Model 3 en France, encore une fois, c'est le tarif. Hein. C'est depuis janvier 2021 où ils ont baissé les prix drastiquement. C'est ce qui a fait exploser les ventes de la Model 3. Donc je pense que ce sera pareil pour le Model Y. Donc dans un premier temps, il y a les early adopters qui vont acheter le véhicule, donc il y aura beaucoup de livraisons. Peut-être qu'après ça va se tasser s'ils sont pas capables de réduire les prix. C'est quand même un écart. Enfin, si on regarde un ID4 d'entrée de gamme aujourd'hui, alors c'est pas les mêmes performances, mais le prix d'appel il est à 40 000 € versus 60 000 pour le Model Y. Ouais, d'accord. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais on aura quand même une pensée émue pour les early adopteurs de la Model 3 Performance qui l'ont payée quand elle est arrivée en France en février 2019 avec toutes ces options pas loin de 80 000 €.
Bon, si on déduit la prime qui était encore disponible à 6 000 euros à l'époque, on tombait à 72 000 euros. Mais effectivement, elle a bien baissé depuis. Tant mieux. C'est bon pour les consommateurs. Et c'est bon pour le développement de l'électrique. Même si ça reste des voitures chères, on est bien d'accord. Deuxième sujet, Ford est obligé de revoir ses plans pour le F-150 Lightning, son pick-up électrique. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu ésotérique et un petit peu loin de nous. Pourquoi ? Parce que le Ford F-150, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ? Le Ford F-150, c'est ce fameux gros pick-up très américain qu'on croise en nombre sur les freeways américains et qui est donc la voiture la plus vendue aux US depuis de longues années, et je crois même qu'elle a été, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais elle a été à une époque la voiture la plus vendue dans le monde, ce qui paraît complètement ahurissant. Et ce gros pick-up américain qui est tout à fait symptomatique d'un certain American way of life, fait sa mue aussi contre toute attente, et une version électrique Lightning a été développée et Ford compte la sortir prochainement. Petit problème, c'est que Ford rencontre un succès auquel il ne s'attendait peut-être pas avec ce véhicule. Alors c'est un problème de riche, mais et du coup Ford est en train de revoir ses plans pour échelonner la production et la mise sur le marché de ce produit. Pourquoi on a choisi ce sujet ? Parce que ça en dit un petit peu quand même sur la mutation vers l'électrique, même si les ventes resteront au départ marginales. Je crois qu'à terme, ils espèrent que le le F-150 électrique représente environ 25% des ventes total du F-150, ce qui est quand même pas mal. Mais ça en dit un petit peu quand même sur le fait que contre toute attente et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce qu'on est plein de préjugés, le consommateur américain moyen est quelque part disposé à passer à l'électrique, même si on lui fournit une voiture qui ressemble à ce qu'il a eu auparavant. Et on voit bien que le Ford F-150 Lightning ressemble à un F-150 avec des lignes plus modernes, plus tendues, moins rustiques, et finalement qui le rend assez sexy. Alors on avait eu un petit peu un avant-goût de ça avec le Tesla Cybertruck. Et on s'aperçoit finalement que si on respecte un petit peu le goût du consommateur, mais qu'on lui fournit un moteur électrique à la place d'un moteur thermique, ça peut éventuellement fonctionner. Qu'est-ce que vous en dites ? Effectivement, le F-150, c'est un succès incroyable sur le papier. Bon, le constructeur annonce 120 000 pré-réservations. Alors attention, c'est des pré-réservations, c'est pas des commandes fermes. Les gens pour réserver un F-150 électrique, il fallait verser juste $100, ce qui est pas beaucoup, finalement. Donc, on a eu beaucoup de curieux qui ont réservé. Ça n'engage pas beaucoup. Exactement. C'est comme le Cybertruck, au final. Je crois que c'était aussi $100 de pré-réservation. Donc, forcément, on arrive à des volumes importants. La question, c'est qui ira jusqu'au bout et ira jusqu'à commander. Donc, je crois qu'il arrive en 2022, le véhicule, donc avec une première production de 15 000 exemplaires sur 2022, donc 55 000 en 2023, et après ils veulent aller à 80 000 en 2024, donc les volumes sont quand même importants, mais bon, au départ, ils sont quand même modestes, ils restent sur 15 000 exemplaires, versus 120 000 pré-réservations, donc ils se doutent quand même qu'ils vont perdre pas mal de monde en route. Moi, ça m'inspire aussi pas mal de remarques, notamment pour la marque Rivian, que vous connaissez peut-être, qui est un nouveau constructeur automobile qui a levé pas mal d'argent auprès d'Amazon, et au final on peut se dire que pour cette société qui d'ailleurs cherche à se coter en bourse, l'avenir est plutôt écrit, puisque globalement ils vont aussi pouvoir aller chercher une partie de ces gens qui sont attirés par le modèle de Ford pour l'attirer vers leur véhicule, et eux a priori sont quand même partis pour des productions beaucoup plus larges. En tout cas, c'est leur ambition. Donc, je pense que ça prédit aussi un beau succès à cette start-up qui a un produit qui est assez sexy aussi. Et puis, évidemment, le Cybertruck, pareil, on a vu beaucoup de demandes. Donc, finalement, aux US, ça semble être quand même un type de véhicule qui attire les foules, et reste maintenant être capable de les produire en fait. Et c'est ça toute la difficulté. Rivian, c'est intéressant, effectivement, le parallèle, parce que c'est ce qu'on peut considérer dans le langage de la tech comme un pure player, c'est-à-dire c'est une start-up qui s'est fondée autour de la propulsion électrique et qui va proposer effectivement un 4x4 avec un gros SUV avec plusieurs versions, pick-up, cabine, etc.
Et effectivement, on pourrait même penser que Rivian va se situer entre Ford et son F-150 et Tesla et son Cybertruck. C'est-à-dire d'un côté, le côté un petit peu camion, un peu rustique, du 4x4 du SUV dans ses formes un petit peu éternelles, et puis le côté technologique du Cybertruck, puisque Rivian va faire des voitures qui semblent technologiques, puissantes, avec une efficience quand même assez importante malgré le côté un peu cubique de l'engin, mais aussi effectivement des belles voitures. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Ça veut peut-être dire aussi que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, finalement les gens ne sont pas forcément si attachés que ça à la propulsion thermique. Et ce qu'ils veulent, c'est garder un petit peu ce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir. S'ils sont pas, alors il y a soit la clientèle qui va basculer vraiment dans l'hyper technologique et le moderne, très moderne comme Tesla, ou d'autres personnes qui peuvent peut-être représenter la plus grande partie du marché, c'est-à-dire des gens qui veulent avoir une voiture électrique qui ressemble à une thermique et avec les mêmes repères, les mêmes codes, etc., et qui iront plus facilement sur des voitures comme ça, que ça soit des pick-up ou des berlines d'ailleurs. Ouais, en tout cas, on va assister à la guerre des pick-up. Et on voit bien là que le facteur limitant, c'est la production, la capacité de production. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge en fait. Je me dis, est-ce qu'au final, on est prêt à basculer notre société vers l'électrique, sachant qu'on n'a pas les moyens de production. Alors après, se pose aussi la question des moyens de distribution de l'électricité, mais ça c'est un autre débat. Et je crois que là-dessus, le problème n'en est pas vraiment un. Sujet suivant. Alors là, on passe directement de l'Amérique à la Chine, en passant par la Norvège. Donc la marque chinoise Xpeng arrive en Europe par la Norvège avec sa berline Xpeng P7 qui va dont l'approvisionnement en tout cas vers la Norvège a commencé. Et alors c'est pareil, c'est un sujet qui nous paraît peut-être un petit peu lointain, mais pas tant que ça, puisque si elle arrive en Europe, ça veut dire que quelque part, à un moment ou à un autre, on peut être concerné directement, sachant que la Norvège sert un peu de pont comme ça et de cheval de Troie pour investir l'Europe. Et ça, pareil, ça en dit un petit peu aussi sur l'arrivée des constructeurs chinois en Europe par le biais de la voiture électrique. Donc aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui de citer une marque chinoise, marque automobile chinoise, je suis pas sûr qu'on puisse en citer une. Pourtant, il y en a quand même quelques-unes, et il y en a même des dizaines en Chine, et certaines donc ont l'ambition de percer en Europe, soit sous leur propre marque, soit en rachetant des marques européennes, comme par exemple le groupe Geely avec Volvo. Et donc voilà, pourquoi la Norvège ? Je sais pas, je vous laisse répondre. Peut-être Mika, on sait que la Norvège est un marché privilégié pour la voiture électrique et en même temps un marché test. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Parce que effectivement, Xpeng c'est pas le premier à avoir lancé une voiture électrique en commençant par le marché norvégien. Parce que le marché norvégien, en termes de part de marché en électrique, c'est le plus important en Europe et sans doute au monde. Et donc Xpeng se sert de ce marché-là pour tester un petit peu l'appétence pour ses produits. Avant lui, donc juste quelques semaines avant lui, BYD aussi, donc un autre poids lourd de l'industrie auto chinoise, livrait ses premiers SUV électriques en Norvège. Et c'est vrai que beaucoup de constructeurs chinois choisissent ce marché-là pour commencer à s'implanter. Peut-être parce que c'est aussi plus facile de vendre des produits, peut-être c'est plus facile de construire un réseau de distributeurs que sur d'autres marchés européens où il y a peut-être des marques nationales qui sont déjà établies, qui peuvent leur poser des problèmes. Mais en tout cas, ça fait quand même longtemps que les Chinois essaient de pénétrer le marché européen, mais là, je pense qu'ils ont trouvé l'ouverture et ils y vont tous dedans, parce que, maintenant, il y a pas une semaine, ça, qu'on annonce un nouveau constructeur chinois qui arrive sur le marché. Donc, hier, c'était BYD, là, que c'est Xpeng. Là, j'ai appris aujourd'hui que Great Wall, qui est aussi un géant chinois, allait lancer 2 marques en Europe en les présentant à Munich. Donc oui, ça commence à faire du monde sur le marché. Et puis cette Xpeng P7 qui est concurrente de la Model S, elle est quand même très très séduisante. Elle annonce quasiment 500 km d'autonomie. Et en Norvège, elle est vendue pour 440 000 couronnes, donc c'est seulement 42 000 euros. Donc il y a aussi un intérêt sur le prix qui est intéressant. Après, la question c'est, est-ce que derrière ça,
la qualité de fabrication est au rendez-vous et les performances au rendez-vous, c'est une autre question. Alors moi je pense que, alors déjà rappelons un peu un chiffre sur la Norvège pour resituer le contexte, mais la Norvège aujourd'hui c'est plus de 50% des nouvelles immatriculations en voiture en full électrique, hein. Ça tient même pas compte des hybrides, je crois, c'est vraiment le full électrique à plus de 50%. Et puis c'est une part de marché, comme tu le disais, qui est certainement unique au monde et qui ne va cesser de croître pour arriver assez rapidement à 100%. Donc effectivement, c'est un terrain d'expérimentation formidable pour les marques. Il y a aussi un ratio taille implantation des réseaux de charge qui est très très favorable. Donc tout ça crée un courant très favorable et un appel d'air pour les constructeurs du monde entier qui souhaitent tester un petit peu le marché de la voiture électrique, même s'il n'est pas forcément complètement représentatif, puisque on va difficilement, même en Europe, pouvoir comparer la Norvège et je sais pas, et le Portugal par exemple en termes d'électromobilité. Après, Johan, je sais pas ce que tu penses de ça, mais l'histoire de la qualité des voitures chinoises, justement, je mentionnais ça tout à l'heure, avec la Tesla Model Y fabriquée en Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à un renversement de tendance, c'est-à-dire que les produits chinois très orientés sur la tech deviennent pratiquement des références? Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a effectivement une vraie montée en puissance de la qualité de fabrication côté Chine. Peut-être parce que il y a aussi un vrai savoir-faire en fait sur la fabrication au sens large de produits technologiques. Je pense notamment aux smartphones, etc. Où voilà, il y a finalement ces dernières années, il y a eu un savoir-faire qui a été acquis côté chinois. Et aujourd'hui, il se retrouve dans les véhicules. Donc ça, c'est assez intéressant à suivre. On en a parlé tout à l'heure avec la Model 3 américaine versus la Model 3 chinoise. Effectivement, c'est quelque chose à suivre. En tout cas, je pense que les constructeurs européens doivent suivre ça avec beaucoup d'attention, peut-être un peu de fébrilité, puisque la qualité de fabrication, c'est quand même, notamment en Allemagne, un fer de lance. Donc la question, c'est est-ce que les Chinois vont rattraper leur retard et être capables de doubler les Allemands en fait sur cette qualité de fabrication. En tout cas, ça va être très très intéressant à suivre. Très bien. Voilà pour le tour rapide de l'actualité de ces derniers jours. Alors, dans la rubrique insolite, on a repéré une information. C'est ce SUV électrique qui se recharge sans fil. Alors, je vous laisse un petit peu développer, mais en gros, c'est une voiture d'une marque haut de gamme qui est Genesis, qui est, dites-moi corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la marque haut de gamme du constructeur Huawei. Et donc le Genesis GV60 annonce un chargeur inédit à induction pour sa batterie. Et il va pouvoir se recharger sans fil, donc avec un système d'induction comme on le connaît aujourd'hui sur les téléphones ou les montres connectées ou d'autres objets connectés. Qu'est-ce qu'il faut en penser en fait de ça? Est-ce que c'est une vraie évolution technologique? Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, va se répandre rapidement, ou est-ce que ça reste un gadget, Mika? Déjà, Genesis, c'est Hyundai, hein, c'est l'équivalent premium de Hyundai, c'est l'équivalent, en fait, c'est ce que Lexus est pour Toyota, donc c'est une marque premium qui est déjà distribuée dans d'autres pays du monde et qui va arriver en Europe en passant par ce SUV électrique haut de gamme qui reprendra la plateforme utilisée sur la Ioniq 5 et sur la Kia EV6. La technologie de charge par induction, elle sera optionnelle. Alors, c'est pas le premier constructeur, Genesis, à s'intéresser à cette solution-là. Il faut savoir qu'en 2016, Mercedes proposait déjà sur sa classe S une option de charge par induction. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait eu un énorme succès. Je l'avais essayé, oui, effectivement, j'avais essayé cette classe S et qu'on avait chargé dans un garage spécial avec par induction. Effectivement, je m'en souviens. Donc effectivement, l'avantage de l'induction, en fait, c'est de pouvoir s'affranchir du câble et de pouvoir, en plaçant sa voiture au-dessus d'une plaque, pouvoir recharger directement sans avoir à manipuler de fil. Donc ça, c'est une technologie qui, sur le papier, est intéressante. En pratique, moi, personnellement, je doute un peu de son intérêt pour le quotidien. Sa praticité. Sa praticité. Alors c'est vrai que parce que l'air de rien, ça empêche de manipuler le fil, donc effectivement c'est plus pratique. Maintenant, il faut quand même être bien aligné sur la plaque du dessous pour que le contact se fasse et qu'on n'ait pas trop de déperdition. Et est-ce que l'utilisateur a vraiment besoin de ça ou pas? Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment une demande. Alors après, sur certains cas d'usage, ça peut être intéressant, notamment sur l'autopartage.
où là, effectivement, vous garez votre voiture, la charge se fait sans que vous ayez à descendre de la voiture, sortir le câble, essayer à la brancher. Alors d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la charge par induction, on en parlait déjà en 97, je sais pas si vous vous souvenez, sur des Clio électriques, Praxitel, qui était un service d'autopartage. Renault, avec Dassault, avait équipé 50 Clio électriques avec un système de charge par induction, une expérimentation qui avait eu lieu comme ça. Mais ça avait jamais donné suite. Alors, voilà, moi, encore une fois, je suis un petit peu sceptique sur cette technologie de charge par induction, sauf pour certains cas d'usage, mais pour monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'une borne dans son garage, ça suffit. Sachant qu'en plus, complexité supplémentaire, c'est qu'il faut normaliser tout ça, hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait des normes sur la charge par induction. Et tu penses que, oui, alors j'entends bien ton scepticisme sur le sujet. Moi, j'étais très enthousiaste, mais j'avais pas tous les éléments. Est-ce que dans un parking public, par exemple, ça peut être intéressant, comme tu le disais aussi dans les cas d'autopartage, mais effectivement, ça pose aussi des questions d'infrastructure, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défoncer le sol du parking pour mettre des plateaux à induction. Comment ça fonctionne? C'est très compliqué à installer? Non, je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Enfin, il y a d'autres acteurs qui font déjà ça. Il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Plugless Power qui propose d'équiper certaines voitures du marché avec le système. Donc, en fait, il faut pas défoncer le sol. En fait, vous posez une plaque sur le sol et après vous la reliez au réseau électrique. Il y a pas de magie. Il y a quand même du fil à un moment donné pour relier cette plaque. La seule contrainte, c'est qu'il faut que l'utilisateur positionne bien la voiture au niveau de la plaque pour que l'induction fonctionne. Sinon, effectivement, ça marche pas. Donc, on le voit d'ailleurs dans les voitures. Ouais, ce qu'on dit techniquement, c'est que, moi je l'ai souvent entendu dire avec les téléphones, par exemple, c'est qu'il faut pas recharger trop souvent son téléphone par induction parce que ça abîme la batterie. On le sent que la batterie chauffe plus que par une charge normale. Et que donc ça réduit la longévité de la batterie, ça réduit son efficience, etc. Est-ce que ça pourrait être le cas pour les voitures aussi? Moi, je sais que j'ai le cas aussi dans ma voiture. J'ai un chargeur par induction. Mon téléphone, il est brûlant quand je le retire. Donc c'est vrai que je me pose des questions sur l'impact sur la batterie. Je sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites sur l'impact justement d'une recharge répétée par induction. On sait qu'une recharge rapide répétée sur une voiture électrique, ça peut abîmer les cellules. Est-ce que l'induction, ça peut avoir le même effet? Personnellement, je ne sais pas. En tout cas, je pense que il y a effectivement un enjeu de normalisation, c'est-à-dire que si on veut que cette technologie demain elle se développe, il faut vraiment que les constructeurs se mettent autour de la table, définissent une norme et idéalement pas chacun sa norme comme on a vu presque jusqu'à présent en tout cas au début de l'électrique avec prise de charge. Voilà, vraiment qu'on arrive à quelque chose d'uniforme et pour ça il faut que les constructeurs se mettent autour de la table et donc il faut qu'il y ait une vraie volonté. Sinon, ça va se cantonner à la charge à domicile, comme un gadget, mais ça ira pas plus loin. Très très bien. Donc c'était c'est à suivre en tout cas parce que ça paraît intéressant quand même. Voilà, il faudra voir comment ce projet évolue et si ça devient un jour quelque chose de très répandu et de très grand public. Il faudra voir aussi, j'ai relevé ce que tu disais Mika, peut-être si on peut transformer une voiture électrique classique en voiture à recharge à induction. Est-ce que c'est possible ou pas? Tout ça, ça sera des pistes à suivre dans les prochains mois et les prochaines années. Alors le focus, on a un sujet là qui est un petit peu croustillant, qui parle d'Elon Musk. Alors je sais, on parle encore de Tesla, mais c'est comme ça, c'est l'actualité. Elon Musk qui a fait une déclaration un petit peu surprenante puisque il a révélé ce qu'il pensait réellement de l'autopilot de ses voitures, c'est-à-dire le système de conduite autonome de ses voitures. Et visiblement, il n'en pense pas que du bien, ce qui est très étonnant puisque c'est quand même son leitmotiv permanent depuis des années. En fait, Musk, qui est le directeur de la communication de Tesla, généralement communique sur deux axes. C'est évidemment l'efficience électrique, et puis c'est aussi, parfois on y pense un peu moins, mais la technologie. C'est-à-dire que Elon Musk n'a de cesse de positionner ses voitures comme les plus évoluées technologiquement de tout le marché, et notamment l'étendard de cette modernité, de cette évolution technologique, c'est le fameux autopilot qui est devenu synonyme de conduite autonome. C'est presque devenu un terme générique, c'est presque devenu un nom commun, qui d'ailleurs n'est pas forcément le plus approprié, puisque on sait d'ailleurs, je crois notamment en Allemagne, que le terme est interdit
parce que il pourrait laisser croire que la voiture se conduit toute seule, ce qui est loin d'être le cas, puisque l'autopilot des Tesla correspond à un système de conduite autonome qui est de niveau 2. Mais bon, voilà, Musk a réussi à associer la notion de conduite autonome à la marque Tesla, alors qu'on a plein d'autres voitures dans d'autres marques qui font la même chose, qui font parfois un peu mieux, parfois un peu moins bien, mais dans des conditions un petit peu différentes. Et là, d'un coup, Elon Musk fait une déclaration disant qu'il n'est pas satisfait de son système et qu'il y a encore beaucoup de boulot pour qu'il soit réellement efficient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que finalement, c'est un petit peu un aveu d'impuissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Musk est en train de dire qu'on n'arrivera jamais à avoir des voitures totalement autonomes ? Johan, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi je pense qu'en fait il est vraiment en train de parler d'une version logicielle particulière qui est la bêta 9.2 et à mon avis l'équipe de développement Tesla travaille sur plusieurs versions différentes dont une certaine bêta 10 qui d'après les tweets suivants d'Elon Musk sera next level, donc vraiment un niveau au-dessus, et je pense que lui, il sait que la 9.2 elle va être diffusée, alors qu'il est déjà en train de tester la 10, et donc il se dit on sort quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça. Par il a déjà un coup d'avance. 10, voilà, il a déjà un coup d'avance, il est déjà en train de voir la suite et certainement qu'il a très envie de publier aussi vite que possible la bêta 10. D'ailleurs, dans ses tweets suivants, il a indiqué que ça devait être dispo sous 4 semaines, cette fameuse bêta 10, avec peut-être une visualisation FSD qui sera plus largement répandue à tous les utilisateurs. Et en fait, je pense qu'il est dans le cycle des releases. Alors les 4 semaines de Tesla ou d'Elon Musk, c'est peut-être 3 mois ou 4 mois dans la réalité, on verra. Mais toujours est-il que en tout cas moi je l'analyse comme ça, c'est c'est pas encore terrible, mais sous-entendu la suite on va faire mieux. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Je pense que c'est un petit coup de pression aussi à son équipe en interne, hein, parce que j'imagine que quand le patron étudie ça derrière, ça doit chauffer. Voilà, mais dans tous les cas, on sait que l'autopilote, la conduite autonome, c'est quelque chose de très complexe. Tesla a fait des choix technologiques aussi vraiment très particuliers, notamment celui de s'appuyer uniquement sur les caméras. Pas de LiDAR, pas de radar. Ouais. Voilà, donc c'est un vrai pari. Cette fameuse bêta 10, en fait, elle devrait arriver avec ce qu'ils appellent un nouvel entraînement des réseaux neuronaux. Donc les réseaux neuronaux, pour faire simple, c'est la base de l'intelligence artificielle. Et donc ils sont visiblement en train d'entraîner ces réseaux avec de nouvelles données ou d'une nouvelle manière. Et c'est ce qui est la base de la prochaine évolution de la bêta 10. Donc voilà, en tout cas, ils sont en amélioration continue, ça c'est évident. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, je te donnerai la parole après, Mika, tout de suite. Je fais une parenthèse, c'est que en fait, quand on parle de ce fameux FSD, donc l'acronyme de full self-driving, donc la vraie conduite autonome, on parle finalement d'un système qui ne concerne qu'une partie du monde, c'est-à-dire les USA, puisque nous, en Europe, on est les parents pauvres et on n'a jamais droit à toutes ces innovations en raison des réglementations qui sont en vigueur ici et qui brident le système de conduite autonome de façon très très importante, si bien que on arrive, pour certains conducteurs de Tesla arrivent à par dépit à dire ça va 5 minutes l'autopilot, mais enfin vu comme il est bridé en Europe, je l'utilise pas ou peu. Quand Musk parle de l'autopilot, il faut savoir qu'il parle de l'autopilot pour le marché américain. Oui, effectivement, parce que le FSD en France, est-ce que l'option est utile? Est-ce qu'il faut la prendre? Je suis pas sûr, parce que la réglementation, même si Tesla était capable de le faire, nous empêcherait de l'activer. Donc, il faut que Tesla déjà arrive à déployer son système, et ensuite il faut que la réglementation suive. Et je pense qu'en France, on sera pas les premiers à valider des voitures autonomes sur route ouverte. Hein. Il y a la réglementation, et puis il y a aussi tout le côté accord avec les lois et les règles de circulation locales et les contraintes locales. J'avais vu de mémoire dans un échange avec soit de tweets, soit un échange de questions-réponses avec Elon Musk, qui disait qu'aujourd'hui ils étaient très bons en Californie, mais que il y avait tout un travail à faire pour s'adapter à toutes les autres régions du monde.
qui ont pas forcément les mêmes lois, les mêmes contraintes de circulation. Donc ça aussi, c'est un enjeu, c'est de régionaliser maintenant le fonctionnement de l'autopilote, conduite autonome, c'est-à-dire que le maintien dans la voie, ça c'est assez facile, mais aller circuler en ville et avec toutes les différences de code de la route dans les différents pays, en Inde, en Chine, en Europe, même au Maroc. Enfin voilà, c'est un vrai défi. Les différences de code de la route et les différences d'infrastructure, effectivement, parce que je pense qu'il est plus facile pour une voiture autonome de se diriger sur des freeways à Los Angeles que sur des ruelles de Florence ou d'une autre ville comme ça, ou même à Paris. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu technologique, parce qu'en fait la technologie elle est prête, mais elle fonctionne bien sur certains secteurs américains, et effectivement la Californie notamment. Mais de là à ce que ça fonctionne partout, c'est une autre paire de manches. Très bien, voilà, ça nous conduit tranquillement au dernier sujet, qui est la question de la semaine, de la quinzaine si vous préférez. Et là, on a une question sur qu'est-ce que la technologie V2L ou V2L, c'est-à-dire Vehicle to Load. Voilà, donc en fait, on a des constructeurs maintenant comme Kia et Hyundai, et peut-être dans une certaine mesure Honda avec sa petite citadine, la Honda i, qui propose un système V2L, c'est-à-dire un système qui offre une prise 220 volts, on va dire, 230 volts, qui permet de charger, de brancher des équipements électriques qui nécessite du courant, tout simplement. Donc, on peut recharger un vélo électrique, un téléphone, mais ça, on le fait depuis longtemps sur une voiture, et peut-être même brancher sa télé ou son ordinateur. Donc là, ça arrive avec la Kia EV6 et son équivalent chez Hyundai, la Ioniq 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette technologie et qu'est-ce qu'elle promet ? En tout cas, t'as déjà bien résumé cette techno, qui permet d'avoir une prise de courant alimentée par la batterie du véhicule. Et au final, on peut en déduire tout un tas d'usages différents. Et c'est assez passionnant. On peut imaginer recharger un ordinateur portable, charger une trottinette ou un petit véhicule léger électrique, brancher un barbecue électrique, faire de l'éclairage pour un événement, de la sonorisation. On peut brancher des appareils d'entretien pour les espaces verts. On peut imaginer des usages en camping. Donc ça ramène une possibilité supplémentaire à la voiture qui est passionnante. Ça permet aussi pour les artisans d'éviter en fait le recours à un groupe électrogène. Donc vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, ça fonctionne soit par le biais d'une prise domestique intégrée dans le véhicule, soit, et c'est ce qu'on retrouve sur la Kia EV6, un petit adaptateur qu'on va brancher sur le port type 2 de la voiture et qui va convertir en fait en prise domestique, ou même demain si on veut recharger un autre véhicule, un câble type 2 qui permet de recharger une autre voiture. Ça c'est assez incroyable. J'aime beaucoup cette idée de recharge des voitures entre elles. Je trouve c'est vraiment intéressant, et j'imagine la communauté ChargeMap des conducteurs de véhicules électriques s'en emparer pour se dépanner ou pour se filer un coup de main. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement les constructeurs l'ont pas fait avant. Alors on a parlé de Honda qui a déjà en partie cette possibilité-là, mais étonnamment on trouve pas ça chez Tesla, qui est quand même toujours un petit peu avant-gardiste. Alors chez Tesla, permets-moi de te couper, Johan, j'avais repéré une petite, alors c'était un leak, enfin une fuite ou une rumeur qui disait, mais ça remonte à un an et demi, 2 ans, que des hackers avaient trouvé dans le code source de la gestion des batteries Tesla une ligne de code qui indiquait que éventuellement cette fonctionnalité pourrait être activée sur les Tesla. Effectivement, à mon avis, ils doivent avoir prévu le coup. Et je me demande, maintenant j'ai un petit doute, si le Cybertruck a pas aussi une prise intégrée, notamment à l'arrière du coffre, notamment pour charger le fameux quad électrique qu'ils avaient sorti lors de la présentation. Donc voilà, en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui va au moins se généraliser en option, voire même arriver de série sur les véhicules électriques des prochaines années.
Mika, un mot sur le sujet, c'est quelque chose qui t'interpelle? C'est pertinent, et c'est surtout pertinent finalement pour les véhicules utilitaires. Tu parlais tout à l'heure, Johan, des artisans. Et effectivement, pour recharger de l'outillage, pour brancher l'outillage, c'est quand même assez pratique d'avoir ce genre d'option. Donc oui, c'est intéressant. Après, sur le système que propose Kia et Hyundai, on est quand même limité à 3,6 kW de puissance. C'est déjà bien. Puis avec la capacité de la batterie, on peut quand même faire pas mal de choses. Et on peut imaginer, on peut se projeter sur ce que tu disais, Johan, c'est-à-dire la possibilité de charger des voitures entre elles, ce que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, et on y est enfin. La possibilité, on peut aller plus loin, enfin assez loin dans la technologie, puisqu'on peut imaginer, par exemple, que un service notamment comme ChargeMap ou même le planificateur d'itinéraire des voitures électriques, comme celui de Tesla ou d'autres marques, indique aussi les voitures qui ont bien voulu se connecter au système et qui ont de la batterie disponible. Donc on peut imaginer un truc complètement fou où tu es en race campagne, tu n'as plus beaucoup de batterie et tu regardes ta carte et à un moment tu vois apparaître une voiture qui est garée pas très loin et qui va te proposer quelques kilowatts pour te dépanner. Et tout ça géré par une application et par les planificateurs d'itinéraire des voitures. Donc ça peut aller très très loin. Ouais, effectivement, on peut même imaginer des appels à l'aide de la communauté en disant je suis short en batterie, est-ce qu'il y a quelqu'un à proximité, voire de les géolocaliser, envoyer un petit message. Mais il y a plein d'applications possibles. Ouais, c'est sûr. C'est un peu en version thermique ce qu'on faisait en siphonnant les réservoirs pour dépanner le copain qui était en panne. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité et des sujets de ces derniers jours sur l'électromobilité et la voiture électrique. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!